On n'est pas dans un endroit anodin pour moi. D'abord, on est dans l'Eure, et mon ministre de tutelle est un homme de l'Eure. Donc j'ai l'honneur de porter modestement, mais sincèrement, la parole de Bruno Le Maire, dont je répète que j'ai l'honneur de travailler avec lui. Effectivement, on a fait le pacte, et on est bien résolu désormais à faire l'impact. Deuxième raison, Romain Mouton, il l'a dit, on a ferraillé ensemble sur des plateaux il y a quelques années, on a plusieurs passions communes, et j'ai accessoirement pas oublié qu'il y a encore 3-4 ans, j'avais une petite structure de conseil en accompagnement des entreprises, et que voilà, je salue aussi l'engagement de Romain Mouton, lui, ses équipes, au service de la RSE. C'est pas une mode chez Romain Mouton, ça confine plus à l'obsession. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte depuis plusieurs années. Je sais ce que c'est que de monter une petite boîte. Je sais ce que c'est que de la garder en vie pendant plus de 3 ans et de la faire grandir avec de plus en plus de salariés. Donc accessoirement, bravo à tes équipes et à toi-même. Et pour terminer, on est dans un endroit qui restera toujours dans mon cœur. C'est l'histoire de la vie, les hasards de la vie. Madame la députée, c'est une histoire, chère Stéphanie Carbas, et au-delà d'être ma voisine de bureau anciennement au Parlement, on partage beaucoup de sensibilités communes et tu es très engagée sur le sujet de la RSE. C'est ici, à Giverny, que je me suis échappée le 24 juillet au soir, parce que j'en pouvais plus d'attendre ce remaniement qui traînait depuis 3 semaines, et que j'ai dit à mon amoureux, on prend la voiture, on va n'importe où, mais j'ai besoin de respirer un peu, j'en pouvais plus de Paris. On a pris la voiture, on est parti respirer à Giverny. Et c'est le dimanche matin, à 9h04, en prenant mon petit déjeuner, que Jean Castex m'a appelé pour me dire « Bingo, est-ce que tu veux rejoindre l'équipe gouvernementale ?» C'était il y a 1 mois et quelques jours, et c'était ici. Donc j'aurai toujours, et pour de multiples raisons, le souvenir de Giverny comme le souvenir du début de mon engagement ministériel, parce que l'engagement, c'est quelque chose que je porte au service de la responsabilité sociale des entreprises depuis de nombreuses années. Il y a notamment au premier rang des femmes et des hommes, mais notamment une femme qui m'a beaucoup appris en la matière, Marie-Claire Daveux, avec qui j'ai aussi eu le plaisir, avec Hélène Valade et d'autres, de démarrer mon expertise il y a maintenant plus de 10 ans. Ça ne nous rajeunit pas, au sein du Collège des directeurs développement durable notamment. Et ça me fait très plaisir. On a beau être des femmes ou des hommes politiques, on est avant tout des femmes et des hommes. Et ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui face à cette merveilleuse assemblée. Évidemment, je ne peux pas non plus oublier, mais ce sera décompté de mon temps de parole, cette ville, le musée des impressionnismes. Et en préparant mon intervention ici, je ne sais pas si tout le monde le savait, mais Claude Monet, au-delà de l'être le grand chef des impressionnismes, c'est aussi l'homme qui s'est battu, ardemment battu, pour le célèbre Salon des Refusés. Je ne sais pas si tout le monde le sait, Madame la sous-préfète, vous le savez. Le Salon des Refusés, c'était un salon qui devait accueillir tous les artistes qui n'étaient pas, je dirais, dans la ligne de la modernité de l'époque, qui ne correspondaient pas au goût officiel. Le Salon des Refusés, ça m'a amusé. Je me suis dit peut-être que vous, comme moi, par le passé, on a pu se sentir comme membre du Salon des Refusés, en tant qu'acteur de la responsabilité sociale des entreprises. Mais je crois que ce temps des refusés, il est bien derrière nous. On nous a parfois, on vous a sûrement parfois accusé ou reproché de jouer les Cassandres ou de prêcher par naïveté la fin du monde. J'ai connu cela, je l'ai vécu dans une vie antérieure, et je crois qu'on a déjà une très bonne, grande nouvelle à partager ensemble, c'est que les choses ont changé. Les choses ont énormément changé depuis quelques années, et je crois pouvoir dire que nous ne sommes plus des refusés, nous ne sommes plus seuls. Non seulement il y a un secrétariat d'État dédié à l'économie sociale, solidaire et responsable, je passerai 18 mois à rappeler le « et » responsable. J'ai l'honneur de servir l'économie sociale et solidaire, son écosystème, sa richesse, sa diversité, ses pratiques. Mais j'ai aussi pour mission de rapprocher, d'inspirer, de créer l'inspiration, l'aspiration peut-être, entre des petites structures de SS qui sont parfois agiles, très souvent d'ailleurs, surtout en période de crise,
et des grandes entreprises qui cherchent des modèles, des inspirations qui peuvent être au sein de cet écosystème de l'ESS. C'est le sens du R. Le R, ce sera aussi, mais j'y reviens, la finance durable. Non seulement vous avez un secrétariat d'État, un portage politique, non seulement il est en plus rattaché à Bercy, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, mais en plus, et je peux vous le garantir, je vous le garantis parce qu'il m'a même appelé ce matin pour me le rappeler, il était attristé de ne pouvoir être des vôtres. C'est pas anodin si Bruno Le Maire m'a appelé à ses côtés pour porter l'économie sociale, solidaire et responsable. On se connaît, on a fait la loi Pacte avec les parlementaires, ensemble, avec et pour les acteurs de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Je serai toujours fier, même s'il faut maintenant la porter, de ce chapitre 3, de la raison d'être, mais aussi des entreprises à mission. Et n'oubliez pas les fondations d'actionnaires ou fondations de pérennité économique, dont le décret n'a pas été très bien vu, puisque c'était en plein Covid au mois de mai 2020. Mais le décret est paru et les fondations d'actionnaires sont disponibles. En vérité, Bruno Le Maire considère que c'est un sujet majeur. Il a même dit à mon intronisation que c'était aujourd'hui possiblement la pente, l'esprit, l'inspiration de l'économie de demain. Et je pense pouvoir dire en son nom qu'on a aujourd'hui un mouvement de fond qui va s'amplifier, au sein duquel vous êtes au cœur. Les Français vous regardent, les Français nous regardent, mais ça, c'est la moindre des choses pour des politiques. Mais les Français vous regardent les acteurs économiques. Et je crois qu'ils comptent sur vous, et modestement sur nous, mais ça c'est dans notre job de base, ils comptent sur vous pour construire l'entreprise, le salariat, le modèle économique de demain. Ne pas les décevoir, et je pèse le mot, c'est pour moi une exigence existentielle. Sinon on ne s'engage pas pour l'intérêt général, surtout dans des moments qui ne sont pas toujours faciles. Ne pas les décevoir, c'est évidemment votre responsabilité, mais ça, vous ne m'avez pas attendu pour le savoir. Mais l'idée, c'est qu'il ne s'agit plus de dormir la conscience tranquille, il va nous falloir désormais réveiller les consciences endormies, et je crains qu'il y en ait encore pas mal. Vos analyses, vos propositions, les discussions de ce jour ne vont pas manquer d'alimenter la réflexion, mais au-delà de la réflexion, l'action du secrétariat d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable. Je sais que je peux compter sur l'ambition du gouvernement en la matière. Je sais que le président de la République, le Premier ministre, mais aussi le collectif gouvernemental, ils sont tous mobilisés sur le sujet. La preuve en est, je vous rassure, je ne détaillerai pas toutes les lignes, mais je crois qu'on peut dire avec force que ça n'est pas anodin, que l'économie sociale, solidaire et responsable aligne un budget au sein du plan de relance supérieur à 1 milliard d'euros, 1,3 milliard d'euros au service de l'économie sociale et solidaire. Il y en a partout parce que la RSE comme l'ESS sont des dynamiques interministérielles. Il ne faut pas être dans l'égotique, sinon il ne faut pas faire de l'ESS, il ne faut pas faire de la RSE. Il y a des budgets, il y a une volonté politique au-delà des budgets, au ministère du Travail, au ministère de l'Éducation nationale, évidemment au ministère de l'Environnement, mais aussi à l'agriculture, mais aussi au tourisme. Il y a sur l'intégralité des lignes du plan de relance, une dimension ESS. Il y a aussi, et je ne peux pas en faire l'économie, des opérateurs fantastiquement investis, engagés. Je saluerai, même s'ils sont plus nombreux, en priorité, la Banque publique d'investissement et la Caisse des dépôts. On va pouvoir compter sur ces opérateurs, ça n'est pas anodin. Ce n'est pas des petites enveloppes, ça ne sont pas des petits gestes budgétaires. La Caisse des dépôts augmente ses engagements. Avec la Banque des territoires, elle a augmenté de façon substantielle l'enveloppe qui va être destinée aux acteurs, aux porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire sur les territoires. Et on va pouvoir aujourd'hui, je ne déflore rien, ça a été annoncé il y a quelques jours, mais je tiens personnellement à remercier Éric Lombard pour son engagement sur ce sujet, ainsi que ses équipes. C'est aujourd'hui 300 millions d'euros sur les 3 prochaines années, 2020, 2021 et 2022, qui vont être dédiés directement à l'animation, l'alimentation de projets économiques, sociaux, solidaires sur l'ensemble des territoires. C'est un peu plus de 230 millions d'euros pour la Banque publique d'investissement. C'est au sein de ces 230 millions, 130 millions d'euros
pour les fonds d'honneur solidaires. C'est pas rien. Vous êtes éloigné de l'emploi, vous avez une idée, vous avez besoin de 5, 8 000, 10 000 euros pour démarrer votre activité. Eh ben, c'est fait. Nicolas Dufour qui a entendu, la Banque publique d'investissement le fait. Aujourd'hui, il y a plus de 200 millions d'euros à la Banque publique d'investissement pour financer ces projets. Je vous rassure, même si je reste une commissaire aux finances dans l'âme, je n'ai pas vocation à parler que de chiffres, mais monsieur le gouverneur de la Banque de France, ce n'est pas vous qui me direz que la finance durable et responsable est aussi une affaire de chiffres, c'est une affaire sérieuse. Donc je voulais quand même vous annoncer cela que j'ai annoncé hier soir. Le secrétariat d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, c'est un peu la direction de la RSE de Bercy, avec une option politique. Mais comme ça fait partie de vos requêtes, c'est ma façon de vous dire qu'elle est même internalisée, que j'en suis possiblement l'incarnation. Oui, il faut des directeurs de RSE dans l'ensemble des COMEX. Et un jour, je viendrai ici, je m'en souviens, il y a 20 ans, c'était le sujet du digital. Un jour, je viendrai ici et en fait, on n'aura plus besoin de directeurs de la RSE au COMEX parce qu'il y aura de la RSE partout. Et je sais que je peux compter sur vous. Il y aura de la RSE aux finances, il y aura de la RSE aux achats, il y a de la RSE au RH, il y a de la RSE dans les relations institutionnelles, internationales, il y a de la RSE partout. Et au même titre que l'a fait l'électricité au siècle dernier, il y avait un directeur électricité. Et puis quand ça a fonctionné partout, il a disparu. Avec tout l'amour, parce que c'est plus que de l'amitié que j'ai pour les directeurs de RSE, je souhaite que dans quelques années, vous soyez partout dans l'entreprise et pas uniquement dans les COMEX, parce que c'est partout qu'il faut inspirer. Alors, je vais vous donner quelques exemples concrets d'actions que je souhaite à court terme réaliser pour notre économie, bien entendu, pour nos entreprises, mais aussi pour nos citoyens. Ce que j'espère, c'est que demain, enfin, je ne sais pas s'il faut que je l'espère, je crois que c'est le sens de l'histoire, je crois que c'est en cours. Je crois que le politique peut insuffler, animer, mais je crois que c'est le sens vraiment de l'histoire, l'ère du temps aujourd'hui. On le voit bien quand un salarié aujourd'hui, et notamment un jeune salarié, un jeune diplômé, choisit son employeur, quand un consommateur choisit le produit ou le service qu'il achète, quand un épargnant décide d'un placement, et demain, mesdames, messieurs les banquiers, quand un banquier décidera du prêt qu'il octroiera à une entreprise, et enfin, parce que c'est valable pour nous aussi, et on a encore du boulot, quand l'État décidera de l'aide qu'il apporte aux entreprises, on puisse le faire sur la base d'informations fiables, publiques, comparables et gratuites sur l'impact social, sociétal et environnemental de nos entreprises. Vous le savez aussi bien que moi, vous êtes des gens opérationnels et investis au quotidien. Ces informations, elles existent. Elles existent dans les entreprises. Elles sont à portée de nous. Alors, elles sont souvent différentes. Ce n'est pas la même typologie d'informations en fonction des secteurs ou des tailles. Elles sont souvent pas calibrées de la même façon. C'était passionnant d'entendre Marie-Claire Daveu pour Kering sur le compte de résultats carbone. Je ne sais pas si tout le monde fixe à 70 € et tout le monde a cette dynamique-là, mais typiquement sur le sujet de la devise, de quelle unité pour effectuer ces calculs et ces données et promouvoir ces données. Je dirais que toutes les entreprises, j'imagine ici, se posent les questions que je vais poser, mais que chacune y répond avec sa culture, sa taxonomie et ses habitudes. Est-ce que l'entreprise a mis en place un ou des mécanismes de partage de la valeur à destination des salariés? Quel est le bilan des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des femmes au poste de direction? Est-ce que les personnes handicapées sont intégrées? Est-ce qu'il y a assez d'apprentis? Est-ce que les salariés sont assez formés? Ça me semble être des informations assez simples, mais ce sont aujourd'hui les informations qu'attendent les Français. Les Français, de plus en plus, et je pense aussi aux jeunes, surtout aux jeunes, ne sont plus uniquement intéressés, mobilisés dans l'acte d'achat ou dans l'acte de candidature par la dimension financière, par le seul profit ou le seul revenu. Aujourd'hui, vous avez parlé ce matin de finances durables, avec des acteurs d'expertise qui, je pense notamment à la BNP, qui depuis des années sont engagés
et Antoine Cyr en parle bien, sur ces sujets de reporting extra-financier et prennent aussi des impulsions, des initiatives, sans attendre le temps de la régulation, comme le disait tout à l'heure Marie-Claire Daveu, mais je vais y revenir. Vous avez parlé de finances durables. Alors, comme vous le savez, les exigences de reporting des investisseurs, le fameux reporting article 173, sont en cours de révision. Le calendrier nous aide. De toute façon, j'ai souvent pensé, étant européenne par nature et pas uniquement pendant les campagnes des élections européennes, je pense que l'Europe sera notre allié. Je pense que l'Europe nous fournit le véhicule et le calendrier. Vous allez être consulté à l'automne. Et tout démontre, notamment les échanges qu'on a à Bercy avec Vladis Dombrovskis, commissaire européen en charge de ces questions, que ce nouveau reporting sera stabilisé au courant de l'année 2021. Des groupes de travail, dans le cadre de la révision de la directive, vont être mis en place dès le mois de décembre 2020. Nous allons, au sein du secrétariat d'État, réinviter autour des propositions les acteurs de Giverny. Et je vais très sérieusement proposer de réfléchir dans le cadre des négociations européennes à deux idées très bien expliquées dans votre document. Évidemment, la trajectoire carbone ou la part verte des portefeuilles. On sera, je vous l'ai dit, également extrêmement mobilisé sur la révision de la directive européenne sur le reporting extra-financier. Et là, je crois qu'il va falloir que je partage avec vous quelque chose que j'ai partagé avec le président et qui me semble important et qu'il va falloir qu'on fasse ensemble. Je crois que la performance extra-financière et la notation extra-financière qui en découlera, a priori est un sujet technique, a priori est un sujet financier, a priori ça peut même être un sujet à option technocratique. Mais en vrai, c'est un terrible sujet d'opinion. Il y a la taxonomie et il y a les attentes de l'opinion. Aujourd'hui, il va falloir que dans les mois qui viennent, et ça va être ma mission, et j'essaierai de la faire porter aussi par vous, il va falloir qu'on explique que c'est un enjeu de souveraineté. C'est bien plus qu'un enjeu de taxonomie, c'est bien plus qu'un enjeu de comptabilité intégrée ou de performance extra-financière. Ça fait 6 mois que j'essaye d'en parler dans la rue. La performance extra-financière, ça ne prend pas. Il va falloir qu'on trouve une autre façon pour en parler. Mais en fait, c'est assez facile d'en parler autrement. Et je voudrais dire ici avec force que de tout cœur, j'espère qu'on aura tous en tête, et nous les politiques et l'exécutif, qu'on ne peut pas se permettre en 2020 de refaire la même erreur, je vais dire, qu'en 2000 sur la performance comptable. On a vu et on le paye encore aujourd'hui. Quand je vois encore aujourd'hui des gens qui ont raison de se plaindre de la disparition des agences de notation bancaires européennes, il y a une cause, et c'est ce que j'aime dans l'économie, c'est qu'il y a des liens entre les effets et les causes. La norme, c'est la règle du jeu économique. Si vous ne contribuez pas à l'élaboration de la norme, vous ne jouez pas dans l'élaboration des règles du jeu. Et par construction, vous les subissez ensuite, les règles du jeu. Et par construction, deuxième vague, les règles du jeu, vous les subissez, mais en plus, elles vont vous coûter un bras. L'enjeu est là. L'enjeu, c'est qu'on a aux États-Unis des acteurs qui ont déjà préempté le sujet, qui ne nous ont pas attendus. Au SASB, vous avez 1700 indicateurs sur 77 secteurs qui sont prêts. Ils sont prêts à venir screener l'intégralité des entreprises européennes. Alors que, sauf erreur de ma part, l'ESG, c'est un sujet européen. C'est nous, les investisseurs européens en matière d'ESG, qui sommes de loin et de très loin les leaders. Et j'ai même la faiblesse de croire que la France, au sein de ce mouvement de la finance à impact et au sein de cette émergence de la performance extra-financière, la France a tout à gagner. Il y a E, environnemental, S, social, G, gouvernance. En matière environnementale, on a avancé, c'est évidemment encore insuffisant, il faut qu'on aille plus loin. Mais en matière sociale, dans notre pays, quand on a la qualité
de la législation qu'on a en matière de droit au travail. Et Dieu sait si parfois ça peut être aussi contraignant et difficile pour les entreprises. Quand on a autant d'histoires sociales, autant d'exigences sociales et sociétales, on n'a pas le droit d'avoir peur, on n'a pas le droit de se faire peur avec le S. Et j'ai envie de dire aux entreprises françaises, les investisseurs l'ont compris avant moi, et les banques aussi, mais j'entends parfois des patrons de PME ou de TI qui me disent « Ah, tu vas nous rajouter une couche de contraintes ». Ce n'est pas une couche de contraintes, c'est une porte d'opportunité. Ce que vous faites déjà en matière d'inclusion, déjà en matière paritaire, déjà en matière de formation dans nombre d'entreprises françaises, et qui n'est valorisé en rien sur les marchés, et qui, je vais au bout de ma pensée parce qu'on y travaillera avec Agnès Pannier-Runacher, c'est dans notre programme à très court terme, et qui ne vous offre même pas la possibilité d'avoir un accès, par exemple, facilité au marché public. Il y a un moment où, notamment en crise, et on l'a vécu pour certains ici, la RSE a été abandonnée post-2008 parce que, au-delà des boîtes qui avaient encore les reins assez solides pour la déployer, et force est de constater qu'il y en avait beaucoup quand je vous vois, mais elle a été abandonnée post-crise. Si on ne veut pas qu'il se repasse la même chose aujourd'hui, il ne faut pas, et ça va être tout mon boulot, parler sous l'égide de la contrainte. Les boîtes françaises qui le veulent, on ne va pas commencer par imposer, on va partir sur du volontariat, qui vont vouloir juste dire, voilà, nous, en matière environnementale, sociale et de gouvernance, on fait ça. Vous voyez, nous, notre COMEX, c'est paritaire. Ces boîtes-là ont tout à gagner. Et donc, ce n'est pas une couche de contraintes en plus, c'est des opportunités en plus. L'ESG a une culture, un ADN européen. On ne peut pas laisser, dans l'année qui vient, ce sujet sans que la France y pose son impulsion. Et je vous dirais aussi que je pense qu'on a un véhicule, l'Europe, un calendrier, l'année prochaine, et on a une présidence française au premier semestre 2022. Et si la France, dans les 18 mois qui sont devant nous, prenait des impulsions? Et si la France n'attendait pas la régulation, et comme je vais vous le proposer dans quelques semaines, si on se mettait ensemble dans une démarche volontaire, déjà pour montrer ce qu'on est capable de faire juste ensemble, sans forcément avoir l'intégralité des données en convergence de taxonomie, peut-être avec de l'imperfection, mais démontrer déjà, dans une démarche volontaire, que l'open source, c'est français, que les données d'intérêt général, elles ne doivent pas être payantes, et qu'on se met ensemble pour donner une impulsion en vue des décisions européennes qui arrivent en fin d'année prochaine. Cette initiative, je vais conclure, cette initiative, je vais la porter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Cette initiative, elle sera menée par moi, modestement, pour Bruno Le Maire et pour le président de la République. Le vrai sujet, je crois, c'est qu'on fasse ensemble. C'est qu'on ne fasse pas contre. C'est qu'on ne fasse pas de ce sujet RSE qui est au cœur de l'intérêt général un sujet de concurrence. C'est un fabuleux sujet de complémentarité. J'adhère totalement à ce qui a été dit tout à l'heure. Le nerf de la guerre, ce sera les investisseurs, comme souvent. Mais le nerf de la guerre, ce sera aussi, au-delà des investisseurs, l'engagement actionnarial. On ne peut pas le faire en se tirant dans les pattes. Il faut qu'on arrive à le faire ensemble. Je note Pacta, par exemple, cité par Antoine Cyr sur la BNP. Ça, je trouve que c'est intéressant comme démarche, je ne la connaissais pas. C'est exactement l'état d'esprit qu'il faut que les investisseurs européens, à commencer par français, déploient dans les prochains mois. En conclusion, nous, on va essayer modestement au Parlement, en décembre, enfin d'octobre à décembre, de faire notre compte de résultats. C'est délicat, mais en tout cas, c'est la première fois que vous allez avoir un budget vert. C'est la première fois que l'impact des mesures prises, l'intégralité du plan de relance, donnera lieu à un budget vert. J'en profite pour vous dire, il y a deux mots qui tournent beaucoup depuis hier, conditionnalité et contrepartie. Je suis beaucoup plus ami de la contrepartie que de la conditionnalité. Je crois qu'on est dans une situation aujourd'hui
qui ne doit absolument pas remettre à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Déjà, je vais être très clair là-dessus. Pour autant, et ce n'est pas les acteurs économiques qui étaient là avant moi qui diront l'inverse, le cœur de tout, quand on sort d'une crise pareille, que ce soit avec les Français d'ailleurs, avec les salariés comme avec les entrepreneurs, c'est la confiance. Et je ne sais pas vous, mais moi, la confiance, je ne crois pas que ça se conditionne. Et je ne crois pas que la confiance, ça se décrète. Ça se gagne, ça se suscite, ça s'acquiert. Les entreprises françaises, petites, moyennes et grandes, les associations, les coopératives, les mutuelles, n'ont pas manqué de courage pendant la crise du Covid. Nombre d'entre elles se sont d'ailleurs réorientées extrêmement rapidement pour nourrir l'effort de guerre et pour changer de production, faisant preuve d'une agilité assez exemplaire. Je crois qu'après une période comme ça, quand on a 460 milliards d'euros qui sont venus irriguer le PGE pour 120 milliards, le chômage partiel pour 30 milliards ou le fonds de solidarité pour 8 milliards, et qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui essayent de ressortir la tête de l'eau et de ne pas couler, je pense que la confiance, ça se suscite. Donc, on investit. On injecte 100 milliards d'euros dans l'économie et vite. Et on décaisse vite. Mais la confiance, comme disait l'autre, n'exclut jamais le contrôle. Accessoirement, le contrôle n'exclut pas la confiance non plus. Je pense qu'il faut, faire confiance à nos entreprises. Et 2, faire confiance à notre Parlement aussi. Vous avez des parlementaires pour qui la question de la contrepartie en matière environnementale, sociale et de gouvernance est prégnante. Il y a 2 mois et demi, j'y étais encore, et je peux vous dire que mes collègues, au-delà de la majorité d'ailleurs, font de ce sujet-là le sujet prioritaire de la rentrée. Faisons un peu confiance aux parlementaires dont on a aussi beaucoup dit de choses et qui sont tout sauf des godillots pour être source de propositions. Des contreparties, il y en aura. Par contre, si on pose les contreparties avant d'investir, et vous le savez aussi bien que moi, il y a des centaines de milliers d'emplois qui vont disparaître parce que les boîtes n'iront pas chercher les aides. Donc, dans l'ordre, on investit. Il va y avoir des contreparties. Elles vont être portées pendant le PLF. Elles vont être suivies. Il va falloir être sacrément doué pour éviter les comités de suivi compte tenu des niveaux entre le comité hebdo avec Bruno Le Maire, le comité mensuel avec le Premier ministre, les comités locaux avec les régions. Ça va être extrêmement suivi en matière d'exécution. Et ceux qui ne jouent pas le jeu n'auront plus accès au plan de relance. Il va y en avoir des contreparties, mais dans l'ordre. Et Bruno a raison. 1, on investit. 2, on contrôle. L'inverse, ça ne marche pas. Mais de grâce, ne pensez pas qu'on va aller financer sans regarder, sans observer l'impact ESG des entreprises. C'est un engagement que je prends et que je sais qu'il y a des parlementaires, Claire Aupetit, Stéphanie Carbar. Suivez-les, ça démarre le 24 septembre. Il y a une mission parlementaire au moment où on se parle qui travaille sur ce sujet de l'éco-conditionnalité. Soyons ensemble assez malins pour promouvoir l'éco-socio-conditionnalité. Vous me trouverez sur ce terrain de l'éco-socio-conditionnalité. J'ai fait le pacte avec un peu d'énergie. Vous pouvez être sûr que je ferai tout pour l'impact. Je vous remercie.